2021, nous y sommes. Violation du chef de l'État, état de lieu politique au Gabon, perspective, où va la République à l'entame de ce nouvel an? Autant de questions qui seront discutées dans cette émission avec un acteur politique, Pascal Nkoulou. C'est le président du Bloc démocratique et populaire BDP, une formation politique du centre. Même si Pascal Nkoulou, votre proximité avec Ali Bongo fait que dans l'opinion, vous êtes regardé comme un membre de la majorité républicaine et sociale à laquelle vous avez appartenu un moment. Bon, merci de m'avoir invité. Juste un petit rectificatif. J'ai jamais signé la charte de la majorité républicaine pour l'émergence. J'ai été un soutien du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, depuis 2009. Et je crois qu'il faut rester cohérent avec ses actes. Et ce qui nous oblige d'être présents dans sa marche, dans sa gestion, mais également parfois de savoir tirer la sonnette d'alarme, ce d'autant plus que c'est un privilège d'avoir participé à son élection, ce qui nous donne également d'autres privilèges de pouvoir formuler des observations et des interrogations lorsque cela nous semble nécessaire pour une plus grande compréhension, une meilleure maîtrise des objectifs qui sont ceux du président de la République. Voilà. Est-ce que ce privilège n'est pas un peu édulcoré quand on sait quand même qu'Ali Bongo, 11 ans après, a un bilan catastrophique, le Gabon est en panne, politiquement, socialement, économiquement, Ali Bongo a quasiment échoué 11 ans après. Bon, première chose, c'est que le chef de l'État n'est pas à la fin de son mandat. On ne peut donc pas parler d'échec. On peut parler de ce qu'il y a un certain nombre de situations qui n'ont pas connu le développement souhaité ou qui n'ont pas porté les promesses mises dans ces situations. Aujourd'hui, nous pensons que quand on regarde la situation du Gabon de manière globale, il faut tenir compte du lourd passif qu'a hérité le président Ali Bongo Ondimba. Ah, mais ça c'est partie du jeu quand vous avez cette passif. La question, l'actif et le passif. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que Ali Bongo Ondimba pouvait, en l'espace de 7 ans, rattraper un retard de près de 42 ans? Mais il pourrait poser des jalons sur lesquels on pouvait surfer avec fierté, mais ce n'est pas le cas, M. Nkoulou. Il les a posés. Il les a posés en termes d'orientation politique, il les a posés en termes de méthode de gouvernance, il les a posés en changeant de paradigme. Vous pensez qu'une méthode de gouvernance avec à la clé des voleurs au sommet de l'État qui sont attrapés comme des lapins jusqu'au cabinet du chef de l'État, c'est pas beau pour les indicateurs de gouvernance? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on peut parler de lutte contre la corruption avec efficience. Pourquoi? Parce que Ali Bongo Ondimba met en prison ceux qui détournent les fonds publics. Ali Bongo Ondimba a instauré un mécanisme de gouvernance qui fait en sorte que ceux qui duraient aux affaires et qui avaient pratiquement, comme on le dit chez nous, acquis des titres fonciers, ne peuvent plus rester très longtemps dans certaines fonctions. Il y a une telle mobilité aujourd'hui dans la haute administration et au sein du gouvernement que l'essentiel de ce qui s'est fait se construit autour de l'objectif qui est de répondre aux attentes des populations de notre pays. Malheureusement pour le président de la République, la demande est trop forte et quelquefois les circonstances ne le permettent pas. Ça a été le cas de cette année 2020 qui vient de s'achever avec une pandémie. Ça a été le cas en 2018 avec son accident vasculaire cérébral. Donc il y a eu un ensemble de conjonctions d'événements qui ont fait en sorte que quelquefois il y a des retards, mais bon, il lui reste 4 ans et demi, 3 ans et demi de mandat. Souhaitons qu'il continue d'affirmer cette volonté de répondre aux attentes. 3 ans et demi, 4 ans, il parlait 2021 comme année de rattrapage. Vous pensez qu'après un passage à vide de 11 ans, 3 ans peut être rattrapé pour colmater les brèches? Le président Ali Bongo a fait un inventaire de la situation sociale de notre pays en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Le président Bongo a fait un inventaire sur le redéploiement de l'économie en parlant de diversification. Parce que Nkoulou est l'autre point mort quand même. Oui, attendez, je crois que pour régler... Allez-y. Quand il parle de rattrapage, ça veut dire que le diagnostic est établi. Il sait avec précision ce qu'il doit faire. Donc, effectivement, il est possible d'aller à un rythme beaucoup plus accéléré dès l'instant que l'on sait ce qu'il faut faire. Ce qui aurait été difficile, c'est de dire, enfin,
On ne sait pas exactement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a un tableau de bord, il a une carte qui lui permet de dire je peux accélérer le rythme. Vous êtes confiant sur un élan de rattrapage à 4 ans de la prochaine élection présidentielle sur le calendrier officiel si naturellement une interruption pour vacances de pouvoir et votre mobile n'intervenait pas? Bon, vous savez, tout peut arriver. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Vous pensez que l'échéance de rattrapage est vraiment peut-être promoteuse? Dès lors qu'il y a des ressources, et que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel de ce qui doit être fait est connu, évalué, et peut-être même pré-exécuté, je crois qu'on peut rattraper, on peut faire les choses. L'importance aujourd'hui, c'est que le chef de l'État prenne sur lui de conduire de manière à ce que, tout en présentant sa volonté, qu'il y ait également un cordon autour de lui qui adhère à cette volonté et qui suit l'élan imprimé par le président de la République. Est-ce que ces ressources, ces disponibilités, ce personnel politique a été absent dans les années antérieures? Bon, disponibilité, personnel politique, tout ça, vous savez, c'est des mots. C'est des mots. Le président de la République est élu sur une période de 7 ans. Le mandat 2009-2016 a été un mandat particulier parce que l'appareillage politique sur lequel il s'appuyait, je crois que tous les Gabonais l'ont constaté, a été truffé de personnel politique aux ambitions inavouées. Et ça a créé un climat de gouvernance qui était très difficile. Aujourd'hui, je crois que le chef d'État a non seulement su prendre la hauteur par rapport à toutes ces situations qui étaient des véritables trahisons, mais en plus, il a, après son AVC, eu le recul nécessaire pour mieux revenir dans le champ et dans la conduite des affaires publiques. La preuve, c'est que toute la vague des personnes politiques partant du cabinet, du chef de l'État, au gouvernement et dans la haute administration, qui ont été, donc toutes ces personnes qui ont été mises de côté pour certaines et pour d'autres envoyées en prison, ça veut dire que le président a une lecture précise de ce qu'il veut faire. Donc, personnellement, je ne doute pas et je crois que la question ne se pose pas en termes d'agenda politique ou autre. Le président ne raisonne pas en termes de mandat, il raisonne en termes d'obligation de réponse apportée aux populations. C'est là toute la différence avec les hommes politiques qui, eux, raisonnent en termes de mandat à gagner. Justement, dans la projection du pays, avec la révision controversée quand même de la Constitution, beaucoup y voient un aveu implicite d'impuissance d'Ali Bongo à continuer à poursuivre le devoir de sa charge et ainsi passer la main à monsieur son fils, le coordonnateur des affaires présidentielles, Noureddine Bongo. Donc les dénonciations à l'appel de succession dynastique émergent et beaucoup, en fait, justement par rapport à cette révision, préféraient un référendum où le peuple s'exprime plutôt que des révisions en sorte de catimini entre deux chambres du Parlement remis en congrès en période de Covid, mieux encore. Comment est-ce que vous analysez cette modification controversée et tous les remous que ça suscite? Bon, la première chose qu'il faut noter, c'est le caractère ou la volonté de dévier l'élément de fond qui conduit à ce qu'il y ait des compléments apportés à la Constitution. Non, ça je ne vais pas dénier. Il faut qu'on soit précis. Tout le monde se rappelle qu'en 2018, lorsque le président a été victime de son AVC, il y avait des vides. Et ces vides, la Cour constitutionnelle, qui assume justement le rôle d'interprétation et de complément de la Constitution, a proposé le temps d'une situation. Les gens sont allés à des commentaires tout aussi déviants en disant la Cour constitutionnelle a remodifié la Constitution. Elle a proposé un amendement qui permettait de régler une situation ponctuelle. Et la Constitution elle-même prévoit que la proposition, donc l'amendement proposé par la Cour constitutionnelle, doit être révisé par les parlementaires. Ce qui vient d'être fait. Non, mais nous avions, ça a été fondamentalement révisé, monsieur. Sur ce point précis, nous avions dans notre Constitution une situation de vide. Et cela paraît ahurissant, mais quand on connaît ceux qui ont gouverné avec Omar Bongo, quand on connaît quelle était
en termes de leadership exercé par Omar Bongo, il n'y a donc pas de raison qu'on se prenne à constater des vides aussi importants dans notre constitution. Mais bon, aujourd'hui, oui, le fait de ne pas penser qu'un chef de l'État puisse être indisponible, ne serait-ce que temporairement. Il peut y avoir à un moment donné une situation de maladie où, diagnostic établi, on se dit, bon, le président est toujours apte à exercer sa fonction, mais il aurait besoin de 7 ou 8 mois pour se remettre totalement. Il n'y avait rien de tel dans la Constitution. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des tests dans notre fonction publique. Lorsque vous êtes agent public, on ne vous démet pas de votre fonction parce que vous êtes tombé malade. Donc, naturellement, est-ce qu'on va démettre un chef d'État de sa fonction parce qu'il est tombé malade et que le diagnostic médical ne fait pas état d'une incapacité à poursuivre ses fonctions? Et personne n'a eu accès donc, à ce dossier. est-ce qu'il faut légiférer sur une telle situation? La réponse la plus évidente et du bon sens, c'est oui. Bon, une fois que cela est fait, pourquoi vouloir parler de modification de la Constitution? Il s'agit d'un complément, parce qu'il y avait une situation de vide. Mieux, le chef de l'État a réaménagé la situation de telle sorte que les pressions politiques, ethniques, qui s'exercent autour de la personne, qui, normalement, a vocation d'intérim, n'aurait pas dû se prêter à tout le protocole auquel Mme Rose a tenu son mandat d'intérim sans trop... Oui, non, mais elle avait des prérogatives de chef d'État. Or, l'intérim, c'est conduire une mission. Cette mission, c'est l'organisation des élections anticipées. Ce n'est pas la gestion de l'État. Pour l'instant, c'est sa fonction, c'est conduire la gestion, ça s'appelle l'expédition des affaires à la marge quand même. Or, elle a prêté serment. Son ensemble de prérogatives. Oui, un intérim ne prête pas serment. Parce qu'il y avait des vides. Elle a prêté serment. Elle a nommé un gouvernement. Comprenez? Donc, autant de choses qui ne peuvent pas être du ressort de l'intérim. Parce qu'elle prête serment sur quelle base? Elle n'est pas l'élu du peuple. Elle n'est pas l'élu du peuple. Donc, le législateur a donné mandat au président par intérim de prêter serment. C'est des choses qu'il faut corriger. C'est pas bien. Vous pensez que c'était fondamentalement sa décision? Oui, parce que, écoutez, d'abord, la présidente du Sénat n'est pas ce qu'on va considérer comme étant une élue du peuple. Elle est élue au deuxième collège. Suffrage universel indirect. Voilà, le suffrage indirect. Donc, ce n'est pas une élue directe. Donc, à ce moment, elle ne peut pas exercer la fonction de chef d'État qui lui répond d'un mandat direct des populations. Que fait l'intrusion du ministre de la Défense, par exemple, dans l'autre... J'allais justement venir au niveau du collège. Est nommé par un président de la République qui n'a même aucun mandat. Oui, c'est parce que c'est un triumvirat. Le président du Sénat, qui a un mandat, comme on le sait, c'est d'élu, mais n'est pas élu au suffrage universel direct. Et on lui a joint celui qui a le mandat d'élu national, donc le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. Pourquoi? Parce que ces trois personnalités participent des réflexions les plus stratégiques qu'il y a au niveau de la gouvernance de l'État. Et on pense, je crois que le chef d'État, c'était dans son prolongement, à penser que les trois associés ensemble pourraient, l'OTAN de la transition qui est de 60 jours, décider de la tenue d'un conseil des ministres, décider de l'organisation des élections, les trois devraient être capables de gérer le pays. Tout en respectant votre point de vue, M. Nkoulou, et j'ajoute, c'est pas une innovation du Gabon. Ceux qui admirent les grandes démocraties occidentales savent qu'aux États-Unis, le ministre de la Défense... On ne va pas faire dans le mimétisme, M. Nkoulou. C'est pas du mimétisme. Mais du coup, il n'y a pas d'adhésion populaire. Les Gabonais auraient souhaité par référendum s'exprimer et peut-être cracher sur ce projet. Bon, je crois que parfois il faut savoir faire l'économie des mots. Des mots, quand je dis des mots, c'est dans le sens des difficultés qu'il y a à aller à des choses les plus simples qui soient. Pourquoi voulez-vous rendre complexe une discussion qui peut se faire en espace parlementaire? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un débat populaire qui s'ouvre sur cette question? C'est la réponse. Il ne s'agit pas d'une modification profonde. C'est la mère des lois. Oui, mais il ne s'agit pas d'une modification profonde des éléments constitutionnels. En ce que ça pourrait... Ce n'est pas une modification très à la marge. Elle est profonde. Non, elle n'est pas profonde parce que elle ne change en rien. Elle ne change en rien le socle ou les socles fondamentaux
de notre État. Nous sommes dans une république. Une république, le principe du choix du chef d'État n'a pas bougé, c'est toujours celui d'une élection. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, ça ne change pas du tout. Parce que quoi que l'on dise, la gouvernance ou la décision de supervision des actes courants pendant 60 jours ne fait pas de vous des personnes susceptibles de toucher à la Constitution, de vous présenter aux élections. Il y a tellement de verrous qui sont mis que le choix fondamental lui-même reste intact, c'est que les Gabonais vont aux urnes et élisent leur chef d'État. Donc vous savez comme moi que depuis 90, donc le retour au pluralisme politique, c'est 90, ouais, 93, donc première élection présidentielle, jusqu'à présent les Gabonais peinent à se reconnaître dans les résultats finaux des scrutins présidentiels, donc les disent par leur président. Le signe des temps, c'est justement ces élections controversées à répétition sur fond de dénonciation de hold-up. Et dans la perspective justement qui se dessine de révision, beaucoup y voient une main noire de succession dynastique de Bongo père à Bongo fils, à Bongo petit-fils. Donc le fils d'Ali Bongo est mis à l'index comme quoi le nouveau projet de réforme ferait le lit à l'arrivée d'un Bongo petit-fils à la tête du Gabon. Bon, moi je suis républicain. Je crois au principe de la République et la transmission de pouvoir en République n'existe que d'une seule façon. Mais monsieur, nous sommes en République. C'est du peuple vers celui qui le peuple ne se reconnaît pas dans les précédentes élections présidentielles. Bon, Bongo est mis à l'index de hold-up électoral. Je ne sais pas qui a sur quelle base en termes d'évaluation on peut dire que les Gabonais ne se reconnaissent pas. Moi, partout ailleurs, monsieur Malekou, essayons d'être précis, partout ailleurs, lorsque les populations ne se reconnaissent pas dans une élection, aucune armée au monde n'est venue en bout de la volonté de révolution d'un peuple. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Bon, moi je ne sais pas. Si dans notre pays, on a fait inventaire de ce que pendant plusieurs semaines, pendant des mois, les Gabonais battaient le bitume, il y avait des affrontements meurtriers, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a, comme à chaque élection, quelques contestations qui généralement sont le fait de ceux qui étaient des candidats malheureux à ces élections. Le reste des Gabonais vaguent le plus naturellement possible à leurs occupations. Vous avez vécu toutes ces élections. Vous avez-vous souvenance de ce que le Gabon a été pendant plusieurs mois, comme on le voit dans d'autres pays, où il y a eu des prises d'assaut de certaines structures institutionnelles par les populations? Vous le connaissez? Vous ne les reconnaissez pas? Écoutez, moi je peux vous dire qu'on a vu au Burkina Faso, pendant plusieurs semaines, des Burkinabés autour de leur Assemblée nationale parce qu'ils n'en voulaient plus. On a vu au Mali des Maliens conduits par l'armée autour de la résidence du président Ibeka qui a fini par démissionner. Voilà des exemples concrets sur ce que le peuple ne veut pas. Au Gabon, vous avez un témoignage de ce type de situation. Il y a des déclarations de leaders politiques. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Ils sont perdants à une élection présidentielle. Bon, ils s'approchent à quelque chose, donc ils dénoncent l'élection volée. Mais nous sommes quand même... Vous vous reconnaissez dans les résultats finaux de ces élections, monsieur? Moi, j'ai soutenu... Enfin, on sait que vous avez soutenu Ali Bongo. J'ai soutenu Ali Bongo Nimba et il a gagné les élections. Vous ne pourriez pas dire le contraire, donc... J'ai soutenu Ali Bongo Nimba et il a gagné les élections. Donc, comment voulez-vous que je me reconnaisse pendant le choix que j'aurais fait? C'est tout de même trop... Mais c'est sur quoi il faut insister. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a tendance à créer autour de la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles un climat qui tend à faire croire que cette fonction a pris de l'ampleur du fait que M. Noureddine Bongo Valentin aurait été nommé à cette fonction. Et que c'est une façon de le préparer à assumer la fonction présidentielle. La question, je me pose, en quoi est-ce que c'est mal? En quoi est-ce que c'est mal que M. Ali Bongo pense ou souhaite que Noureddine pourrait être président de la République? C'est aux Gabonais de faire leur choix. C'est aux Gabonais de lui trouver des éléments contre. C'est aux Gabonais de lui trouver des arguments dans un pays, monsieur, où la souveraineté du peuple est séquestrée par, en amont, la France-Afrique et avec à la manœuvre, à la pratique, le système PDG, la France-Afrique n'existe pas pour difficile que le peuple s'en exprime sans que je vous ai cité le Mali. Je vous ai cité le Mali. De séquestration au Mali, sur place, il y avait une armée française
en action dans le cadre de la France Barkhane. Ibeka est parti. On vient d'avoir de nouvelles élections. On va avoir une nouvelle élection avec de nouvelles autorités politiques maliennes. Donc, le problème est réglé. La France-Afrique était là. Au Burkina, la France-Afrique était là. Compaoré est parti, monsieur Archange vient d'être élu. Non, je crois que en Centrafrique également. Donc, comprenez que le processus électoral, c'est le seul moyen de désignation des responsables politiques. Lorsque la population adhère, tout le reste autour, évidemment, peut se discuter. Parce que comment est-ce que vous regardez quasiment le caractère attentiste de l'opposition face à ces bouleversements dans lesquels le peuple crie au loup et la crise qui vient de frapper, en griffe vient de frapper l'un des principaux partis de l'opposition, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, avec le départ de Serge Mabiala des rangs du giron de Barreau-Chambrier. Bon, je crois que, vous savez, il faut regarder ces formations politiques à partir de leur création. Au départ, c'est des sautes d'humeur. On n'est pas d'accord avec nos anciens camarades pour des raisons de mise à l'écart, pour des raisons de non-accessibilité à des fonctions importantes. Mais la base n'est pas du tout des positionnements idéologiques. C'est des questions d'ego. Et vous savez, lorsque vous vous mettez ensemble, que vous ne définissez pas les éléments qui vous regroupent, chacun poursuivra toujours son intérêt. De manière évidente, je ne suis pas sûr que ceux qui sont autour aujourd'hui de M. Alexandre Barreau-Chambrier le soient par conviction idéologique. La preuve, c'est qu'en l'espace de moins de 2 ans, ce parti a connu des dissidences sur dissidences. Il y a eu le départ de M. Michel Mengamesson, qui est aujourd'hui s'est revendiqué du Rassemblement Héritage et Modernité. D'ailleurs, il vient d'être investi comme président. Et il y a le départ de M. Serge Mabiala. Certainement qu'en dessous, il y a des départs de personnes, peut-être pas qui ont une autorité moindre. Donc, les gens se regroupent sans savoir ce pourquoi ils doivent se mettre ensemble. Être en colère, avoir du ressentiment, ne constitue pas une raison suffisante pour s'engager. L'engagement politique demande des sacrifices. Or, si la base de votre repli est justement le sentiment de perdre des positions de choix, il est évident qu'à terme, chaque fois que une opportunité se présente à vous et qui vous laisse envisager d'arriver à une position supérieure à celle que vous aviez, vous faites toujours le pas. Donc, on ne peut pas parler de situation de faiblesse des partis de l'opposition. Ces partis, un peu comme on le disait à l'époque pour le Morena, sont déjà des partis mornés. C'est votre point de vue. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre mot de la fin, regardant droit dans la caméra, votre adresse aux Gabonais en ce nouvel an 2021. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme tous les pays du monde, le Gabon a traversé une année 2020 qui était une année extrêmement difficile et pénible. Mais bon, aujourd'hui, il y a des perspectives de relance économique, des perspectives d'une meilleure prise en main de la situation politique par rapport à la révision constitutionnelle, des perspectives de ce que les Gabonais eux-mêmes ont pu, pendant cette période de confinement, se réconcilier avec leur être intérieur. Ce qui veut dire que les uns et les autres vont dorénavant se consacrer à l'essentiel. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, nous, au Bloc démocratique populaire, c'est à cela que nous appelons nos compatriotes, à se consacrer à l'essentiel. Dans notre pays, nous passons trop de temps à aller à la diversion. Nous passons trop de temps à nous consacrer à des querelles politiciennes. Donnons le meilleur de nous-mêmes à notre nation, donnons le meilleur de nous-mêmes à notre jeunesse, donnons le meilleur de nous-mêmes à nos propres vies, afin qu'elles aient un meilleur sens, un meilleur linéage, mais également qu'elles puissent servir de repère à ceux qui viendront après nous. Le Gabon ne peut pas et ne doit plus être cette nation qui donne l'impression d'être une nation sans âme. Le rôle du BDP aujourd'hui, c'est de redonner et de contribuer à faire en sorte que l'âme du Gabon ressuscite. Voilà, c'était à l'instant Pascal Koulou, président du Bloc démocratique et populaire BDP. Il était l'invité de ce numéro, l'invité sur Mazlek Info. Merci, au revoir, meilleurs vœux et au prochain numéro.